Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le gouvernement guinéen a célébré ce mercredi 23 décembre 2020 la fête de la monnaie en différé. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, une maison et son contenu sont partis en fumée au quartier Anko 5 dans la commune de Ratoma. Les précisions à suivre dans un instant. Comme annoncé dans les titres, célébration ce mercredi 23 décembre 2020, la fête de la création de la monnaie guinéenne, une occasion pour les responsables de la Banque centrale de passer en revue les dernières années de gestion. Sous le slogan 10 ans de réforme monétaire, le franc guinéen a été célébré en différé ce 23 décembre 2020 à cause de la pandémie du Covid-19. Selon le Premier ministre, la monnaie guinéenne est en pleine croissance. La banque a évolué. La Guinée a fait beaucoup de projets. Celui qui est là aussi, Alpha Condé, lui aussi est en train de continuer sur le même travail. Donc nous sommes là pour parler du 60e anniversaire. Nous devons nous réjouir et encourager tout le personnel de la banque pour ce bon travail qu'ils font pour ce pays. Le manque de petites coupures sur le marché s'est introduit dans les débats. Luceni Nabé, gouverneur de la Banque centrale, apporte des explications. Ce que nous faisons en payant, en honorant des chèques, on met une dose importante de petites coupures dedans. Maintenant, dans les banques, quand les banques paient à leur clientèle les petites coupures, les clients vont dans un autre guichet pour les reverser et préfèrent les grosses coupures. Donc, vous et nous devons faire la sensibilisation pour que la fluidification des transactions puisse être assurée avec l'acceptation des petites coupures par les agents économiques. Pour y remédier, le gouverneur n'a pas manqué de demander une sensibilisation à toute la population pour lutter contre cette pénurie de petites coupures. Bref, dans cette édition, Mohamed Tal, directeur de cabinet de Sidia Touré, convoqué ce mercredi à la direction de la police judiciaire. L'ancien ministre de l'élevage a bien répondu à la convocation. Il a été auditionné en présence de son avocat pendant plusieurs heures. Il faut rappeler que Mohamed Tal avait été empêché de sortir du pays il y a quelques jours. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Une vingtaine d'organisations de la société civile guinéenne se sont rencontrées pour discuter des recommandations émises par le Conseil des droits de l'homme lors du 3e examen périodique universel. La Guinée s'est soumise à l'évaluation des recommandations depuis janvier 2020. Pour la première fois en Guinée, une vingtaine d'organisations de la société civile guinéenne s'organisent pour le suivi des recommandations dans le pays. Il ressort que parmi les 213 recommandations émises par le Conseil des droits de l'homme, le plan stratégique a priorisé 30 recommandations, parmi lesquelles les questions relatives aux conditions féminines. C'est la recommandation 113.146, c'est de continuer à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales féminines, la criminalisation du viol conjugal, et enquêter sur ces actes et les punir en infligeant des sanctions appropriées aux auteurs, en plus d'accorder une réparation appropriée aux victimes. Lors de cette rencontre, les organisateurs ont également mis le point sur la situation des enfants. Continuer à faire des efforts pour améliorer l'accès et la qualité des services des soins de santé et d'éducation inclusive, en particulier dans les zones rurales. Renforcer les mesures juridiques et politiques visant à lutter contre la pratique des mutilations génitales féminines et du mariage des enfants, notamment par des campagnes de sensibilisation de la population et des chefs religieux ou traditionnels. Outre ces questions, le chef de cabinet du ministère de la Justice a sollicité l'implication de la jeunesse pour la réussite de cette cause. On ne finit jamais avec les droits de l'homme, donc il faut veiller tous les jours. C'est pour ça que la jeunesse doit s'impliquer. Parce que vous prenez une recommandation, vous réglez le problème, il y aura forcément d'autres problèmes. C'est la condition humaine, c'est comme ça, quand on vit en cité, c'est continuel. Dans 50 ans, dans un siècle, il y a d'autres problèmes, il faut les résoudre. Par ailleurs, d'autres recommandations telles que les actions de plaidoyer, de vulgarisation et de sensibilisation auprès des autorités et des populations ont été soulignées pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité en Guinée.
L'ONG Même Droit pour tous et Avocats for Community Alternative ont animé une conférence de presse ce mercredi à la Maison commune des journalistes à Conakry. Objectif, faire connaître les attentes des victimes de Zogota dans la préfecture de Zérékoré après l'arrêt de la cour de CEDEAO le 10 novembre dernier. Reportage Ibrahima Soribari. Amener l'État guinéen à respecter le verdict prononcé par la Cour de CEDEAO le 10 novembre 2020 dans l'affaire Zogota, c'est le but de l'ONG Même Droit pour tous qui collabore avec Advocats for Community Alternative. Cette Cour avait reconnu la Guinée coupable du massacre de Zogota à Zérékoré survenu en août 2012 et a condamné le pays au paiement d'une amende de 460 000 $ en réparation aux victimes. Le président de l'ONG Même Droit pour tous revient sur la base avec laquelle la Cour s'est prononcée pour condamner la Guinée. Elle a aussi exigé que l'État lui adresse un rapport d'exécution de sa décision dans les 6 mois. Et si ce n'est pas fait, je pense que nous allons saisir la Cour par requête. Les victimes exigent l'application de cette décision par le gouvernement guinéen avant l'échéance qui est de 6 mois. Nous n'avons rien d'autre à demander à l'État guinéen. C'est de respecter la décision issue de cette justice de la CEDEAO. Si la Guinée ne respecte pas cette décision de la CEDEAO, Maître Francis Pépi Lama indique que le pays risque des sanctions. Au niveau de la CEDEAO, il y a des normes qui ont été adoptées par les 15 États membres qui engagent ces États et qui s'imposent à eux. D'accord? Donc, parmi ces obligations figure celle d'exécuter à la lettre les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. 6 personnes sont décédées dans ce massacre. Plusieurs autres ont été blessés. Des cases incendiées. Des habitants ont subi des actes de torture pour avoir manifesté contre une société minière. 31 travailleurs de l'entreprise Moulin d'Afrique licenciés il y a 3 ans réclament encore justice, leur tort avoir sollicité l'aide d'un syndicaliste pour se faire enregistrer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Reportage Kadiatou Bari et Moustapha Diani. Tout a commencé au mois d'octobre 2017. Quand les travailleurs ont constaté qu'ils ne sont pas enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale, ils s'organisent alors pour que ce soit le cas. Cela leur coûtera leur emploi. En octobre 2017, tous les employés de la société ont s'était regroupés. On avait estimé que ce qui se passait là-bas c'était trop. La dégradation donc de nos conditions de vie et de travail, on avait estimé qu'il était très important pour nous de penser à faire venir un syndicat. Nous l'avons fait, nous nous sommes consultés, on est allé voir un syndicat, l'IGTG. Nous nous sommes affiliés conformément au règlement de l'organisation. Lorsque le DG de la société a reçu la lettre, il a fait quoi? Il a convoqué une réunion d'urgence à son bureau où il a demandé au personnel affilié si l'initiative était venue d'eux. Donc on avait répondu favorablement que vraiment c'était nous qui avions initié cela. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a demandé à ce qu'on change d'avis immédiatement, sinon qu'il allait nous licencier. D'après leur porte-parole, ces anciens travailleurs de la société Moulin d'Afrique ont saisi la justice dans l'espoir d'obtenir gain de cause. Il se trouve que nous avons entrepris des démarches de ce côté-là pour tenter de retrouver la justice. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des autorités, je crois qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. 31 personnes sont au chômage depuis 3 ans. Malgré le combat qu'ils mènent depuis, ils ne sont toujours pas situés sur leur sort. Le directeur général des Moulins d'Afrique n'a pas voulu se prêter à nos questions malgré toutes nos tentatives. Comme annoncé dans le sommaire, mardi matin, une maison et son contenu sont partis en fumée au quartier Anko 5 dans la commune de Ratoma. C'est dans les environs de 8 heures que l'incendie a été signalé. Selon les témoignages recueillis sur place, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Suivez ce reportage de Mariam Bari et Sayoun Kamara. C'est une maison de 2 pièces dont une chambre et un salon qui a pris feu mardi matin à Anko 5 dans la commune de Ratoma. Selon les témoignages, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Cependant,
Les dégâts matériels sont importants. La maison et tout son contenu sont partis en fumée. Mori Touré, professeur de français dans un lycée de la place, est le propriétaire de l'appartement. C'est une voisine qui m'appelle. Elle dit, monsieur Touré, où vous êtes? Je dis, je suis déjà à l'école. Elle me dit que notre maison a pris feu. 2 minutes plus tard, c'est madame même qui m'appelle en pleurant que notre maison a pris feu. Comme vous avez pu constater, à la maison, pratiquement, tout est parti. L'origine du feu reste pour le moment inconnue, confie Mori Touré. Jusqu'à présent, on se demande quelle est la source. Parce que, d'après les explications, nous, on n'était pas sur le terrain, que le feu a commencé même dans la chambre. A commencé avec, à travers cette unité. Franchement, on a du mal. Marié à une femme et père de 2 enfants, cet enseignant confie avec tristesse avoir tout perdu. Il demande ainsi au ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation et aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide. La 2e édition de la Foire internationale de Conakry a officiellement démarré ce mardi 22 décembre 2020. Dans un contexte de pandémie mondiale, c'est le Premier ministre qui a procédé au lancement officiel. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. À la différence des années précédentes, cette fois, la Foire internationale est célébrée dans une situation de pandémie mondiale. Le Premier ministre a annoncé que des mesures d'accompagnement seront prises. Que le professeur Alpha Condé reste à vos côtés pour prendre toutes les mesures d'atténuation destinées à amoindrir le coût économique de la pandémie de ce coronavirus maudit. L'organisateur de cette foire annonce que les mesures barrières seront respectées pour éviter la propagation du coronavirus. Aux mesures barrières, si vous avez bien constaté, on a mis à la rentrée, obligatoirement, il faut porter les masques. Et avant de rentrer, tu laves les mains, soit avec du savon, soit avec du produit. Les exposants locaux et internationaux rencontrés se disent satisfaits de l'organisation et surtout prêts. Mais celle que vous voyez vient de l'arachide que nous cultivons ici. Imaginez, les gens produisent de l'arachide et ils voient l'huile avec nous sur le marché. Vous voyez ce que ça fait comme impact sur l'économie nationale. C'est bien passé, c'est ce qui nous a motivés encore à faire l'effort, à revenir cette année. Voilà, et on espère que cette année aussi, ça va se bien passer aussi, Inch'Allah. 10 pays de l'Afrique de l'Ouest participent à cette foire qui se tient à l'esplanade du Palais du Peuple. Sport dans cette édition d'information dans le cadre de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Le Sili national local poursuivra ses préparatifs au Gabon avant de rallier le Cameroun. Il dispute quelques matchs amicaux au Gabon. Ibrahim Diallo. À l'instar des autres sélections qualifiées, le Sili national local a entamé ses préparatifs dans l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry. Malgré le retard accusé, le sélectionneur dit que son équipe est sereine. Il n'y a pas de Ronaldo ni de Messi chez moi. Tout le monde est au niveau égal. Et c'est ensemble, c'est un sport collectif. Et nous recherchons le résultat. Personne n'est au-dessus de l'autre. Je suis satisfait de l'ambiance et de la discipline. À lieu et place de Dubaï qui a été proposé par le sélectionneur, les poulains de Kamfori Lapé Bangoura vont effectuer un dernier stage de préparation au Gabon, selon une décision du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'ils nous ont orientés au Gabon. Nous trouverons des matchs amicaux. Mon contact c'était Dubaï, à la rigueur au Congo-Brazzaville. Maintenant, le Congo, je n'ai pas d'attache. Je n'ai pas eu d'agent. Et je crois que le Mali, j'ai eu le contact du Mali, certainement qui souhaiterait jouer même 2 matchs amicaux contre nous au Gabon. Logé dans le groupe D avec la Zambie, la Namibie et la Tanzanie, la Guinée fera sa première sortie contre la Namibie le 19 février 2021. Toujours
Toujours sport, le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine démarre ce mercredi soir. Le Orea AC, le seul représentant de la Guinée à cette phase de compétition, fera sa première apparition de la saison sportive 2020-2021 en Côte d'Ivoire face au Racing Club d'Abidjan au stade olympique d'Ebemp, une rencontre qui a un enjeu particulier. Suivez le commentaire de Mohamed Salou Diallo. Après l'élimination des premiers représentants guinéens dans les compétitions africaines de la saison sportive 2020-2021 au premier tour préliminaire, notamment la SAC de Sigri en Ligue des Champions, l'association sportive de Kaloum et le club industriel de Kamsar en Coupe de Confédération africaine. C'est le tour de Orea AC de faire son entrée en lice ce mercredi 23 décembre 2020. Vu la mauvaise performance de Orea AC en championnat cette saison, l'enjeu reste de taille. Le président du club, Soufiane Souaré, livre ses sentiments en ces termes. Les joueurs sont conscients de l'ampleur et de l'importance de ce match aller à l'extérieur. C'est une lourde responsabilité d'être le dernier représentant guinéen. Une pression supplémentaire, mais on a ce qu'il faut pour réaliser un bon résultat ici. L'expérience cumulée au fil des années nous sera utile et on compte s'en servir. Conscient de la mauvaise performance du club en championnat, le capitaine Okanse Mandela adresse un message aux fans du club. J'aimerais m'adresser à vous, acteurs et amoureux du club. Mieux que quiconque, je sais que cette situation est difficile à vivre. Difficile pour le coach, difficile pour nous les joueurs, difficile pour les dirigeants et difficile pour les supporters. Cependant, nous avons choisi ce métier avec ses hauts et ses bas. À mes coéquipiers, je vous demande de la sérénité. Chacun dans son parcours a eu à surmonter des difficultés pour être là où il est aujourd'hui. Gardons en tête que c'est le football et que tout peut changer très rapidement. Continuons à travailler dur comme on le fait pour inverser la situation et soulager les peines du coach. Mais surtout, restons solidaires entre nous. À nos supporters, la situation est décevante, mais nous en sommes conscients et nous allons tout donner pour vous rendre fiers. Continuez de nous donner la force, on est prêt pour le combat. Les grandes équipes naissent dans les difficultés, a-t-il dit. Dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui a fuité dans la presse, la commission d'enquête internationale pour le Mali, composée d'experts internationaux indépendants, accuse les groupes armés terroristes et la milice d'Amna Amsagou de crimes contre l'humanité. Oumar Kondé, commentaire. La période de recherche commence au moment où des groupes armés indépendantistes combattent l'armée régulière. L'un des faits marquants du rapport de la Commission d'enquête internationale pour le Mali se déroule le 24 janvier 2012. Ce jour, à Aguelok, dans l'extrême nord du pays, une coalition de groupes indépendantistes et terroristes massacre une centaine de soldats maliens. Le rapport des experts de l'ONU sur le Mali n'est pas encore public, mais il fait déjà réagir. Contrairement au précédent, plus centré sur l'action des groupes armés, celle-ci pointe la responsabilité directe des autorités dans les obstructions à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Les experts épinglent en particulier la direction de la sécurité de l'État et plusieurs de ses hauts responsables dans certaines exactions. Dans les faits, elle serait rendue coupable d'assassinat et actes de torture, notamment à Diabali, où 16 civils ont été assassinés en septembre 2012. Aucun doute pour les experts de l'ONU, la sécurité de l'État malien est devenue un instrument au service d'une stratégie non officielle. Une stratégie élaborée par un cercle restreint, proche du président, selon les auteurs, et qui vise à retarder la mise en œuvre de l'accord. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme à notre compagnie.